Merci. Merci Fabienne. Monsieur le conseiller communal, madame, monsieur, chers étudiants, chers partenaires de tous les différents pays, chères collaboratrices, collaborateurs, au nom de la Haute École de Travail Social, la HEC Sauvalais, je souhaite la bienvenue à cette semaine internationale qui se place cette année sous le thème « Dialogue et savoir ». La semaine internationale rassemble tous les 2 ans de nombreux partenaires internationaux, comme son nom l'indique, de la Haute École de Travail Social. Elle offre une occasion exceptionnelle de renforcer les collaborations existantes ou d'en créer, d'échanger sur les pratiques issues d'horizons variés et de découvrir comment le travail social se décline dans différents cadres nationaux. Cette année, cette semaine réunit des spécialistes du travail social en provenance de 12 pays pour partager leur savoir-faire et leur expérience avec près de 400 participantes et participants, étudiantes, étudiants de la HETS, professionnels et publics intéressés. Pour les étudiantes et les étudiants, cette semaine représente aussi la possibilité de rencontrer des partenaires susceptibles de leur offrir une place de formation pratique. Chaque année, elles et ils sont une trentaine à effectuer leur stage à l'étranger. Pratiquer le dialogue n'est pas synonyme de discussion ou de débat. Un dialogue est un échange verbal qui suppose que tous les participants sont considérés comme égaux dans le sens où la valeur d'une contribution ne doit pas être jugée d'après une position hiérarchique, la couleur de la peau, le sexe, les affinités personnelles, les croyances religieuses, les ambitions ou tout autre facteur qui n'a rien à voir avec la qualité d'une idée ou d'un argument. Dialoguer est une chose exigeante, qui exige beaucoup plus que des bonnes intentions ou des bons sentiments. Le dialogue se distingue nettement de la discussion, qui donne lieu à un échange d'opinions souvent désordonné, peu ou pas argumenté, qui s'ajoutent les uns aux autres sans qu'un résultat commun ne soit attendu. La raison en est qu'au cours d'une discussion, on ne cherche pas à résoudre un problème. La discussion superpose les points de vue sans les opposer ou ni les conjuguer. La discussion satisfait peut-être au désir de maintenir un lien social. Pensez aux discussions que vous avez tous les jours avec votre coiffeur, des partenaires, des personnes que vous connaissez à peine, que vous croisez dans la rue, ou avec des membres de votre famille. Une discussion sur la météo, le temps qu'il fera. Le dialogue n'est pas un débat non plus. Les débats du genre de ceux auxquels on peut assister sur les plateaux de télévision représentent une forme d'échange assez différente d'un dialogue. Dans un débat, les protagonistes se comportent en général comme des adversaires et dont le but du jeu est de l'emporter sur l'autre, de faire triompher son point de vue, de prendre l'ascendant. Et ce, même si ce dernier n'est pas vrai. Le débat est un combat d'ego et non pas un échange entre égaux. La rhétorique, on dirait plutôt aujourd'hui la communication, la com, y tient souvent une place importante et même déterminante. Tous les coups ou presque sont bons. L'image véhiculée au public y est déterminante car la question de savoir qui a gagné est tranchée par le public. C'est la première question que vont poser les journalistes au lendemain d'un grand débat politique ou à l'approche d'une élection. Comment vont évoluer les sondages et qui a gagné au fond de ce débat, qui est le grand gagnant. Par le dialogue, il ne s'agit pas d'imposer un point de vue, mais de faire converger des arguments qui s'interpénètrent. Il émerge idéalement une conscience et un sens partagé. Cette compréhension partagée, construite socialement, permet aux protagonistes du dialogue de remettre en question les hypothèses et les croyances individuelles ou collectives. Le dialogue conduit donc à un processus d'apprentissage. Je vais citer ici Beaune et Edward qui disent « Le dialogue vu sous l'angle d'une approche d'apprentissage, c'est un espace où les participantes et participants peuvent individuellement et collectivement porter une attention spéciale au fonctionnement de la pensée, aux préjugés, aux idées, aux croyances et aux émotions qui contrôlent subtilement les interactions humaines. Selon le modèle de l'acquisition de la connaissance de Nonaka et Takeuchi,
À travers le dialogue, donc ce modèle-là, c'est un des modèles qui est à la base de cette fameuse Team Academy dont vous avez entendu probablement parler de la HEG. À travers le dialogue, donc à travers une socialisation, une communication, les connaissances implicites sont codifiées et rendues explicites. On externalise nos connaissances. Ces connaissances, à travers des actions pratiques, ensuite, peuvent être appliquées de manière différente et générer de nouvelles connaissances qui sont de nouveau implicites. Et le dialogue devient donc, dans ce modèle, une étape indispensable à l'acquisition de connaissances. Dans un contexte où les réalités et les problèmes sont de plus en plus multidisciplinaires, transversaux, multidimensionnels et globaux, il y a, là je cite Morin, une inadéquation de plus en plus ample, profonde et grave entre nos savoirs disjoints, morcelés et compartimentés en disciplines. Morin prône une réforme de la pensée qui va au-delà d'une réforme des systèmes d'éducation. Il s'agit non pas d'une réforme programmatique, mais paradigmatique qui concerne notre aptitude à organiser la connaissance. Je cite encore une troisième personne, qui est Edgar Schein, du MIT. Vous en avez peut-être entendu parler aussi. Il considère le dialogue essentiel dans toute organisation confrontée à la complexité. C'est vu comme une technologie. Ce dialogue est vu comme une technologie nécessaire qui permet aux acteurs et actrices d'une organisation de prendre conscience qu'ils utilisent des langages différents, c'est-à-dire qu'ils opèrent sur des modèles mentaux différents. Les modèles mentaux, vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est un fonctionnement, comme les jugements, c'est un fonctionnement de notre cerveau qui se veut sous forme de raccourci. Je simplifie un tout petit peu. Donc on juge rapidement une situation, c'est des modèles de survie si on le veut, mais le dialogue est quelque part, utilise une voie différente, c'est justement ne plus utiliser le jugement, c'est être à l'écoute. C'est être dans une autre posture, ça demande un effort, comme je le disais tout à l'heure. Le dialogue n'est pas seulement un processus d'apprentissage, mais c'est aussi une modalité de collaboration. Il permet de réinterroger la place accordée aux expériences et aux connaissances des personnes, parties prenantes, par exemple ici, du travail social. Les usagers et usagères, bénéficiaires, institutions, les étudiants, les chercheurs. Mais comment assurer un vrai dialogue ? C'est là toute la difficulté. Comment assurer un vrai dialogue entre ces professionnels du travail social, les scientifiques, les pédagogues, les chercheurs, donc les bénéficiaires. À l'évidence, il faut laisser l'autre dans son altérité. Le travailleur social, le chercheur, la chercheuse, les protagonistes bénéficiaires, chacun est porteur d'un bout d'expertise. C'est autoriser les personnes accompagnées à développer un savoir qui révèle d'une expertise d'usage. C'est garantir aussi à ces personnes accompagnées la poursuite de leur propre intérêt. C'est aussi favoriser la parole des personnes accompagnées dans des sphères légitimes d'expression et de reconnaissance des savoirs. Quand je parle de sphères légitimes d'expression et de reconnaissance des savoirs, on le voit bien, les universités ont un discours académique. Comment faire que les personnes qui sont accompagnées dans le travail social puissent se sentir légitimes dans leur expertise face à ces discours académiques? Comment faire que les enseignants ou les professionnels du travail social se sentent aussi légitimes dans ce discours académique, puisque c'est là qu'on légitime au fond la connaissance. Comment faire que ces différentes personnes qui travaillent autour du travail social se rencontrent et puissent échanger? Ce sont tous des défis auxquels nous sommes confrontés. La HETS assume 4 missions: la formation continue, la recherche et les prestations de services. Et à travers ces 4 missions, le dialogue doit pouvoir s'instaurer entre les différentes personnes qui portent ces missions. Ce que je disais tout à l'heure, les travailleurs sociaux, la science, les chercheurs. La haute école doit développer une science du travail social, des pratiques validées, objectivées et des recherches permettant des applications pratiques. Dans ce duo, je parle de duo, mais on est plus qu'un duo chercheur-professionnel, intervient également le bénéficiaire ou l'usager. Donc on est bien au-delà de notre duo, on peut dire
au minimum 3 parties prenantes. Il faut pouvoir développer ce dialogue et développer le savoir. La Haute École de Travail Social doit aussi, ici en Valais, on est un exemple, je pense, doit aussi réunir des savoirs de différentes régions. On le voit, ici on a un pied sur la Suisse romande, un pied sur la Suisse alémanique, et il faut faire vivre non pas seulement le bilinguisme, mais aussi le dialogue entre les cultures. Ce n'est pas le moindre des défis. Je vais m'arrêter là pour ce discours d'introduction. Je vais vous remercier de votre attention et puis remercier évidemment, je me joins au remerciement de Fabienne tout à l'heure vis-à-vis des différentes personnes qui ont participé à la construction de cette semaine, à l'organisation, à la conceptualisation de cette semaine internationale. Vous avez un très très beau programme, des intervenants de qualité. Je remercie également déjà les intervenantes et intervenants qui s'exprimeront tout à l'heure et tout au long de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, j'imagine, de parcourir ces différents ateliers. Et le programme est alléchant. Je vous souhaite évidemment une semaine enrichissante, mais du dialogue aussi entre vous. Laissez tomber le jugement, laissez tomber le cynisme, gardez l'ouverture et bonne semaine à tous. Merci de votre attention. Merci à Nicole. Juste encore une information pour les gens qui désirent l'avoir. L'anglais aussi, il y a une chouchouteuse qui est au fond de la salle que vous pouvez aussi vous déplacer pour les conférences. Maintenant, j'aimerais introduire Olivier Salamin, vice-président der Stadt Sieders, vice-président de la ville de Sierre, qui est assez grand, qui n'a pas besoin de tabouret. Hein. Merci Olivier. Madame la directrice de la Haute École de Travail Social, Madame la responsable de filière, Mesdames, Messieurs, chers participants qui pour beaucoup d'entre vous venez de loin, chers étudiants, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir à Sierre pour la Semaine internationale de travail social. Le fait que cette semaine ne soit pas un temps de réflexion interne, mais une étape tournée vers l'extérieur, vers les échanges et les rencontres, réjouit beaucoup notre municipalité qui me charge de vous adresser à toutes et à tous ses plus cordiales salutations. Il y a un mois se déroulait entre Sierre et Saint-Étienne un premier forum international de l'entrepreneuriat qui a réuni des délégations de France, de Tunisie, de Pologne et de Madagascar. Il s'agissait, au travers d'échanges, de mieux comprendre les pratiques qui permettent l'accompagnement, l'émergence et le déploiement de nouveaux projets. Le professeur Jean-Charles Ray de cette école y est d'ailleurs intervenu pour évoquer la notion d'entrepreneuriat social. Et une des très bonnes surprises de cette rencontre nous est venue des étudiants sierrois. 3 de la Business Experience et 3 de la Team Academy nous ont en effet accompagnés tout au long de la semaine et ils ont été de vrais catalyseurs des échanges qui ont eu lieu aussi bien en Suisse qu'en France. Des rencontres, parfois aussi improbables qu'inédites, ont eu lieu, permettant par exemple à Taïn, élu jeune entrepreneur africain de l'année 2016, de nous présenter son parcours de fromager et d'artisan à Madagascar. Mais aussi et surtout de lui donner l'opportunité de fabriquer du fromage avec Doris Mudry, qui est la fromagère de Mondralèche, l'alpage au-dessus de Montana. Il s'agissait donc de mettre la main à la pâte. Ce qui est toujours intéressant avec le travail de notre HESSO, c'est ce lien singulier et direct avec le terrain, avec les pratiques, avec l'échange sur les pratiques. Une commune comme la nôtre doit faire face, tout comme vous, à des préoccupations qui concernent directement ses citoyens. Elle doit communiquer et orienter ses choix vers ses habitants, mais elle doit aussi tenter de faire un pas de plus, qui n'est pas toujours si aisé, celui de créer des espaces de dialogue et d'échange des savoirs. Parfois, il nous semble plus simple de faire l'économie de l'autre et de produire nos propres réponses aux citoyens. Dans le fond, cette option crée souvent bien plus de difficultés qu'elle n'apporte de solutions. La participation sociale nous semble donc, comme pour vous,
qui partageait cette semaine un défi de taille, l'aborder par le biais du dialogue et des savoirs, un chemin déterminant pour faire évoluer la recherche et améliorer les pratiques. La filière du travail social occupe une place de choix dans les hautes écoles siéroises et j'aimerais, au nom de la municipalité, adresser nos félicitations aux organisateurs pour la mise sur pied de cette semaine qui va générer de fructueux échanges et de belles rencontres. Je me réjouis aussi que cette semaine intervienne dans le même temps qu'une invitation à mettre sur pied entre la ville et la HESSO une structure de liaison pour faciliter les échanges, les rencontres entre filières, entre politiques, chercheurs, professionnels, citoyennes et citoyens. L'ouverture à de nouveaux dialogues ne fait donc que commencer, je m'en réjouis. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente semaine de travail. Merci Olivier. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Nicole Fumon, qui est responsable d'orientation de l'animation socio-culturelle. Merci Nicole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour moi, les grands discours ont toujours été associés au monologue. Or, je préfère le dialogue, et particulièrement cette semaine qui lui est consacrée. Je vous promets donc de ne pas m'éterniser derrière ce micro. Il y a 2 semaines que je me demande comment vous parler de Lucie Dumay, qui est une personne que j'admire. Il est vrai que j'aurais pu vous parler de Lucie au travers de ses nombreuses expériences en tant que professeure de l'école de travail social et responsable du 2e et 3e cycle de l'Université du Québec à Montréal. J'aurais également pu évoquer ses nombreuses publications en tant que chercheur au sein du laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales dont elle a été la directrice. Enfin, j'aurais pu choisir de vous parler d'elle en citant ses nombreuses recherches en partenariat avec des acteurs sociaux au Québec et dans d'autres régions canadiennes. Donc, lorsque nous avons imaginé la thématique du dialogue au sein du comité d'organisation, le nom de Lucie Dumay s'est imposé à moi comme une évidence. En effet, ses nombreuses activités lui confèrent aujourd'hui une expertise dans l'univers des recherches participatives, domaine qu'elle expérimente depuis bientôt 30 ans au sein de l'UQAM à Montréal. Mais finalement, la meilleure façon de vous présenter Lucie Dumay, c'est d'évoquer avec vous les nombreux moments de dialogue que j'ai eu la chance de partager avec elle à Montréal. Ces moments étaient uniques et souvent débordés du timing que nous nous étions fixés. Des dialogues riches dans leur dimension sociale et culturelle se construisaient entre nous. La co-construction des connaissances, le partage des idées, de points de vue, se faisait toujours dans l'échange et le respect de chacune. Lucie Dumay, en sa compétence de chercheur, aime avant tout contempler, prendre le temps d'observer, d'analyser, de déconstruire et de construire avec toujours un point de vue critique. Et ce qui est très fort avec elle, c'est qu'elle le fait toujours avec beaucoup d'humour et de passion. Ses observations, ses analyses se reflètent dans un discours qui n'en est pas moins engagé. Engagée, elle l'est, car toujours attentive au dialogue, à l'échange et au possible, dans une ouverture qui invite au partage des connaissances. Lucie Dumay, par son approche scientifique, a su me partager son goût du mot bien utilisé, posé avec précision et justesse. Elle a su me faire découvrir combien il est important dans le dialogue de choisir le bon terme et surtout de questionner ce choix à la lumière de son utilisation scientifique. Je lui souhaite donc la bienvenue et je l'invite à me rejoindre sur scène. Pour moi, il ne fait aucun doute que vous vous laisserez embarquer par sa passion des mots en découvrant ses propos sur le thème des recherches participatives, des visées de ce type de recherche et de ce qui
qui est fait à cet égard-là au Québec. Merci d'accueillir Lucie Dumais. Merci, Nicole. Bonjour à tout le monde. Rebelote. Merci, Nicole. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci à toutes les personnes qui ont organisé la semaine d'activité. Franchement, j'ai été éblouie hier quand je suis arrivée ici, les montagnes, le soleil, la splendeur. Cet amphithéâtre est aussi, c'est vraiment quelque chose. Alors, c'est bien le fun d'être ici, hein? C'est le fun, voilà. Alors, merci de votre accueil. Oui, j'ai commencé à faire de la recherche participative ou partenariale il y a à peu près 30 ans. C'était dans une pâtisserie industrielle. Alors, laissez-moi vous parler de la pâtisserie au Québec. C'est pas la pâtisserie valaisanne. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que c'est probablement la première expérience de recherche participative ou de recherche-action, on l'appelait comme ça à l'époque. Comment se fait-il que, comme universitaire, j'ai fait une recherche participative dans une pâtisserie industrielle? C'est que, à ce moment-là, mon université était déjà subventionnée par une agence qui permettait de faire de la recherche avec des établissements socio-sanitaires, des associations. Et à ce moment-là, nous avons décidé que les syndicats de la pâtisserie industrielle pouvaient être des dépositaires ou des partenaires. Alors, nous y sommes allés. Cette recherche-là avait été pensée par la présidente du syndicat local de la pâtisserie industrielle. Elle avait deux questions à poser. La première, bien sûr, c'était d'identifier des marqueurs de santé ou de problèmes de santé, mais aussi la seconde, puisqu'elle était présidente du syndicat, c'était comment se fait-il que les femmes n'osent pas aller dans les emplois des hommes dans cette usine et les hommes ne viennent pas prendre les emplois des femmes? Alors, c'était une première expérience et je vous montre une photo. Alors, à cette époque-là, il y a 30 ans, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à gauche, là, c'est une femme qui utilise ses doigts pour faire des petits choses sur les pâtisseries. Et à gauche, c'est un jeune homme qui dispose chaque jour des centaines de tôles de métal. Alors, ça expliquait très bien les problèmes de santé, d'accidents de travail. Alors, vous voyez bien que, oui, j'ai un engagement personnel dans la recherche en partenariat et participative, mais j'ai aussi la chance d'être dans une université qui permet de faire ces recherches-là. Alors, je vais le souligner dans ma conférence ce matin. Oui, j'ai à peu près 30 années d'expérience en recherche partenariale avec différents partenaires. J'ai donc travaillé avec des syndicats, mais j'ai aussi travaillé avec des gestionnaires d'établissements publics en services sociaux. J'ai travaillé dans des écoles, j'ai observé dans des classes. J'ai travaillé pour des entreprises d'économie sociale. J'ai travaillé dans des services d'insertion en emploi et de réadaptation. J'ai travaillé avec des comités féminins de syndicats. Mais ce n'est pas parce que j'ai une expérience assez importante dans le domaine que j'ai une vision encore très systématique du champ de la recherche en partenariat ou de la recherche participative. Alors, je vais rester modeste dans cette présentation parce que nos connaissances sur la recherche en partenariat sont encore sous-documentées.
C'est pas parce qu'on n'a pas de revue, c'est pas parce qu'on ne fait pas de recherche depuis longtemps sur la recherche en partenariat qu'on ne se pose pas de questions là-dessus. C'est parce qu'il y a un foisonnement d'expériences dans tous les pays, dans tous les domaines, dans beaucoup d'institutions de formation et de recherche, au point qu'aujourd'hui, cet univers est tellement vaste et hétérogène qu'on a peine à trouver, en faire une synthèse. Donc, je vais essayer de faire une synthèse, mais comme je le dis, ça restera assez modeste, c'est à titre d'hypothèse et de construction en cours. Alors, je vais commencer par une première tentative de synthèse par les grandes finalités de la recherche participative. Pour simplifier les choses, comme je le dis, c'est un terrain très vaste et hétérogène, mais pour simplifier les choses, je vais les réduire à deux grandes finalités. S'il te plaît, un verre d'eau, merci. Je l'avais oublié sur mon bleu. Merci. Oui, la bouteille aussi. Oui. Pardon. Alors, deux grandes finalités que je résume à l'innovation et à l'émancipation. Alors, si on est en travail social, on idéalise beaucoup l'émancipation. Ce sont les grandes transformations, souvent en référence aux grandes luttes contre l'exclusion sociale ou par exemple, à la création d'une clinique de santé populaire. Mais on est aussi dans un univers d'innovation, surtout dans le cadre actuel de l'économie, dans les cadres sociaux. On est plutôt dans une façon de faire qui ressemble à des réformes. Ces réformes sont significatives. C'est pas parce qu'on est dans les années 70, c'est vrai que c'était pas bien d'être vu comme réformiste dans mon temps, mais c'était mieux d'être émancipateur et radical. Mais aujourd'hui, l'innovation est quand même un maître mot. Et cache quand même des choses assez substantielles et significatives. Alors, la recherche en partenariat, c'est soit du côté de l'émancipation ou du côté de l'innovation. Mais en fait, toutes les recherches participatives se positionnent à différents endroits sur ce spectre. Mais moi, j'appelle ça aussi l'univers de l'action dans la recherche participative. Parce que l'action, c'est un moment, c'est un registre. Dans la recherche participative, il y en a d'autres, je vais les montrer. On peut retrouver, non seulement dans le travail social, ces dimensions-là, mais aussi dans d'autres disciplines, en management, en éducation, en sociologie. Et chez nous, on a même un département de sexologie, où on voit très bien que des chercheurs et des recherches participatives visent à, par exemple, changer les attitudes vis-à-vis des séropositifs. Alors, ça traverse les disciplines aujourd'hui. Maintenant, pour faire un peu référence à ce que Mme Roux a dit tout à l'heure, elle parlait d'intention. Moi, je répète que les intentions sont importantes dans la recherche en partenariat. Il faut vouloir s'engager là-dedans, mais les intentions, aujourd'hui, ne précèdent pas forcément l'existence de dispositifs concrets qui permettent de mettre en place et de mettre en œuvre des recherches participatives. Deuxième point, les intentions sont souvent changées à travers une démarche de recherche participative parce qu'il y a des aléas, parce qu'il y a des contradictions, parce qu'il y a des effets inattendus, des crises, et que certains compromis peuvent en sortir. Donc, les intentions sont importantes, mais ce ne sont pas des éléments suffisants pour comprendre à la fois l'émergence, le déroulement et les conséquences d'une recherche en partenariat. Il y a même beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui s'engagent dans la recherche en partenariat, dont les intentions sont quand même pas aussi originales ou vénérables et nobles que d'autres. Alors, il y a une variété d'intentions et d'engagement dans la recherche en partenariat. Je vais y revenir tout à l'heure. Deuxième point. Entre ces grandes finalités, il y a aussi un nombre d'acteurs
et en tout cas certains groupes d'acteurs plus importants. Encore une fois, je simplifie le portrait, mais dans la recherche en partenariat ou dans la recherche participative aujourd'hui, on peut voir qu'il y a au moins 4 grands groupes de parties prenantes. Parties prenantes parce que, comme on l'a dit en introduction, Mme Roux l'a dit elle-même, les groupes d'acteurs, ce sont à la fois des populations démunies ou des populations civiles, la société civile, les chercheurs, les professionnels du travail social, par exemple, et les chercheurs mêmes. Alors, il y a 4 grands groupes. C'est vrai que dans la recherche en partenariat, il faut les considérer, mais dans la réalité, les populations sont à peu près toujours les objets des questionnements de la recherche. On veut en faire des sujets de la recherche ou des sujets d'émancipation, c'est plus difficile. Les populations sont généralement fédérées par des associations militantes ou des professionnels du travail social. Donc, les populations restent quand même souvent les objets des recherches. C'est pas mauvais, mais il faut se le dire, hein, entre nous. Les praticiens professionnels font souvent l'objet de l'évaluation au travers de leur pratique dans les recherches participatives. Donc, c'est bien, les praticiens et les professionnels peuvent poser des questions durant des recherches participatives, ça c'est bien, soit par intérêt individuel, mais souvent par injonction hiérarchique. Hein? Donc, ça aussi, il faut se le dire. Les professionnels praticiens deviennent, par ailleurs, souvent les propres analystes de leur pratique. Ça, c'est aussi intéressant de le souligner. Les leaders d'organisations sont souvent les principaux partenaires dans des démarches partenariales de recherche. En tout cas, c'est ceux avec lesquels j'ai souvent travaillé. Ils sont souvent les initiateurs de démarches en partenariat. Ce n'est pas parce qu'ils sont les initiateurs que tout va aller rondement dans leurs intérêts seulement. Mais ils font de leurs organisations un objet de questionnement généralement stratégique. Parce que c'est stratégique, il est important dans des démarches de faire valoriser leur positionnement socio-économique ou politique et l'impact de leur action collective. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Maintenant, les chercheurs sont à peu près jamais les objets des questionnements dans les recherches en partenariat. Ils sont à peu près toujours des sujets qui partagent l'initiative de recherche. Mais ils œuvrent, ils cherchent, ils questionnent, ils analysent, ils négocient, ils planifient. Ils sont à peu près jamais officiellement ou systématiquement donc l'objet de questionnement. Ils ont la curiosité, par contre, d'aller voir ailleurs ce qui se passe sur le terrain pour se mettre au service de la connaissance du réel ou de l'action et des acteurs dont ils partagent les valeurs. Alors ça, c'est à mon avis, en tout cas, c'est une proposition de synthèse de ce qui constitue aujourd'hui le champ de l'action des recherches en partenariat. Maintenant, chacune de ces parties prenantes a ses méthodes ou ses savoirs particuliers ou propres. On le souligne souvent. L'idée, c'est de faire en sorte que peut-être ces méthodes soient partagées et utilisées de part et d'autre par les différentes parties prenantes. Les savoirs ne sont pas étanches, sont caractéristiques des parties prenantes, mais peuvent être partagés et utilisés par les autres parties prenantes. Alors, l'autre élément de synthèse que je vous propose aujourd'hui pour parler de la recherche participative en partenariat, c'est de le simplifier à un triangle entre 3 registres cognitifs. Donc, on parle de recherche, on parle de réflexion et d'analyse. Bien, je l'identifie à 3 registres cognitifs dans un équilibre fragile. Alors, ça signifie que dans certains partenariats, ça ne sera pas parfaitement égal en temps, en utilisation, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les parties prenantes vont migrer un peu dans ce triangle. Alors, c'est certainement, il y a l'action, je vous en ai parlé, c'est l'univers de la recherche en partenariat. La compréhension, c'est généralement l'objectif,
un objectif important parce qu'on parle de recherche, hein, on ne parle pas seulement de projet ou d'action partenariale, on parle de recherche. Mais le troisième terme, c'est celui de la relation avec autrui. Donc, les travailleurs sociaux et travailleuses sociales connaissent très bien la relation avec autrui, mais on ne la replace pas forcément dans le monde de la recherche en partenariat, alors que c'est très important. Et je vais utiliser des exemples pour vous parler de ces éléments un petit peu théoriques ou synthèses sur la recherche en partenariat. Alors, les trois illustrations vont essayer d'illustrer 5 constats sur la recherche en partenariat aujourd'hui. La première des choses, c'est, bon, ça ne vous surprend pas, les projets de recherche dans leur variété illustrent des combinaisons diverses de finalités de parties prenantes. Il peut y avoir des projets avec des professionnels seulement, sans population. Deuxième constat, ils peuvent réussir ou échouer à répondre aux questions ou aux attentes. Alors aujourd'hui, je ne ferai pas la promotion triomphaliste de la recherche en partenariat. Je vous le dis franchement, il y a des fois que ça ne marche pas. Troisième constat, les registres cognitifs changent dans la durée, un va-et-vient, parfois avec certaines polarités. Quatrième constat, les parties prenantes sont souvent en complémentarité, mais aussi souvent en tension. Et parfois, on a des projets de recherche en partenariat qui sont tout à fait similaires à des commandites de recherche. Alors, le partenariat, on en reparlera une autre fois. Finalement, les chercheurs portent différents genres et degrés d'engagement dans les partenariats, ça je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, la première illustration, peut-être que je n'aurai pas le temps d'en penser trop, je vais peut-être avoir le temps d'en penser une, mais au moins ça sera ça. Alors, la première illustration, c'est celle de l'impact d'une recherche sur l'impact d'une... J'ai écrit ONG, mais on m'a dit que ce n'était pas tout à fait ça, j'aurais pu dire une association. L'impact d'une association sur l'intégration des immigrants dans un quartier à Montréal. Alors, cette recherche-là, c'est à l'initiative des chercheurs, en l'occurrence moi et d'autres personnes de mon université. Mais il y avait quand même une personne du quartier en question qui est venue nous voir et qui a dit « Oh, ça serait intéressant de venir faire de la recherche et surtout de brasser un peu les travailleurs sociaux dans le quartier. » Bon. Alors donc, on peut constater que la volonté ou l'initiative de cette recherche n'était pas totalement partagée par les parties prenantes, ce qui n'a pas été gagnant. Il y avait de très gros enjeux politiques à faire cette recherche-là et ça crée donc on passe dans le triangle de la partie compréhension à la partie relation. Les relations sont devenues très tendues et la confiance s'est effritée. Alors il y a eu de la méfiance et ça a donné quand même quelques résultats, mais finalement un peu décevants. Donc une épreuve. La recherche en partenariat était forte puisqu'il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions, mais ça a été une épreuve difficile. Alors, la diffusion de cette recherche-là a été limitée et très contrôlée, je dois vous l'avouer. Alors donc, je pense que je vais passer à un autre exemple parce que celui-là, c'est peut-être pas le plus joyeux. Deuxième exemple, l'insertion en emploi de jeunes adultes handicapés. Celle-là est intéressante parce qu'elle va parler beaucoup de la relation et du fait que dans cette expérience de recherche en partenariat, dans le triangle des 3 registres cognitifs, c'est l'élément relationnel et émotionnel qui a été important. Pourquoi? Parce que à l'initiative de 2 associations qui étaient en rapport asymétrique à ce moment-là, une association de parents et une organisation d'insertion en emploi, des chercheurs ont été sollicités pour évaluer si un projet pilote d'insertion avec ces jeunes-là allait être efficace. Alors, l'association de parents, finalement, est devenue l'association qui avait un rapport d'autorité vis-à-vis d'un autre partenaire, le service d'insertion, qui sentait constamment évaluer sa performance, ses professionnels, etc. Cette recherche
en partenariat a donc très fortement polarisé l'attention sur le travail de relation entre partenaires, plutôt que sur le travail de compréhension ou sur le travail d'action. Alors, on a compris des choses. On a compris, par exemple, qu'est-ce que c'était pour un jeune adulte qui a une déficience intellectuelle de trouver un emploi, de se maintenir en emploi. On a compris le sens que ça pouvait occasionner. On a trouvé qu'est-ce que ça prenait dans une entreprise pour conserver ces emplois-là. Mais au final, l'efficacité du projet pilote n'a pas été tellement évaluée. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'était de montrer pour l'association de parents et ce service-là que c'était possible pour un adulte handicapé d'avoir un emploi. Alors, finalement, ça a été une diffusion assez conventionnelle de résultats. Pourquoi? Parce que, bon, les résultats étaient peut-être un peu, pas si foudroyants que ça, mais ce qui est important dans cette recherche-là, c'est d'avoir travaillé un aspect du partenariat et d'avoir donc souligné l'importance de la posture éthique qu'on doit avoir dans une recherche en partenariat. Une posture éthique qui respecte la dignité des partenaires, mais qui respecte aussi leur positionnement, surtout si elles sont dans une position de vulnérabilité. J'entends ici les parents de ces jeunes hommes. Je ne crois pas qu'il me reste assez de temps pour la troisième illustration. Je vais passer à mes conclusions. Alors, la conclusion, c'est que dans la recherche en partenariat, il semble y avoir au moins 3 points de triangle qui constituent les polarités. Je viens de parler tout à l'heure de la posture éthico-politique. Dans la recherche en partenariat, il faut toujours avoir une posture qui comprenne les enjeux politiques, stratégiques, d'organisation, de classe sociale, de groupes sociaux, mais aussi une posture éthique qui porte un jugement judicieux sur ce qui se passe. Hein? La dignité des personnes, les menaces qui planent sur elles, etc. Donc, une posture éthico-politique très forte. Il y a des projets où cette polarité est tellement importante qu'elle met à l'ombre les 2 autres polarités. L'autre, la polarité au service de, c'est bien entendu être au service de populations, de groupes d'organisations, mais c'est aussi être au service de la recherche et de la connaissance vraie ou de la connaissance bien appuyée. Donc, on peut être au service de plusieurs objectifs. Mais la troisième polarité, c'est fondamental dans l'histoire de l'évolution de la recherche en partenariat, c'est d'être un rempart contre ce qu'on appelle le scientisme. Le scientisme, c'est la posture scientifique qui regarde les autres savoirs de manière de haut. C'est aussi, sur le plan historique, de montrer que parfois les recherches ont fait des erreurs, puis s'amender. Et c'est aussi minimiser le mépris que des parties prenantes peuvent avoir l'une envers l'autre, les unes envers les autres. Donc, ça constitue, à mon avis, la troisième polarité de la démarche en partenariat, qui n'existerait pas dans des démarches de recherche plus classiques. Alors, ça m'amène à vous dire que les chercheurs qui sont là-dedans peuvent avoir différents types d'engagement. Nicole Fumeau a dit, comme ça dans sa petite note d'introduction, que j'étais une contemplative. Alors, je ne me considère pas comme une militante, même si mes premières recherches ont été faites avec des féministes que je croyais plus militantes que moi et que j'appelais militantes, mais elles-mêmes ne se disaient pas militantes. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un engagement dans la recherche en partenariat qui n'est pas militant, qui est un engagement avec la société civile et qui montre la générosité qu'on peut avoir envers les autres parties prenantes dans la société. Mais c'est clair qu'il y a aussi des chercheurs plus militants dans la recherche en partenariat. Et ces militants sont capables de jugement et de discernement pour faire la différence entre ce que c'est le parti pris à tout prix et la recherche comme telle. Alors, dans mon université,
j'ai quand même beaucoup de collègues qui ont ce type d'engagement-là. Et puis là, mon temps doit être fini, là. Hein? Non, ça va? Ben, j'ai fini. Alors, Roger Philop, là-dessus. Bon, moi, je vous l'ai dit, je suis très heureux d'être en Suisse. C'est très beau. Vous êtes très gentils. C'est bien le fun d'être ici. Mais vous voulez savoir comment ça se fait qu'une Québécoise est ici, parce que ça semble être extraordinaire chez nous. La recherche en partenariat, ça fait quand même des années que ça existe et on a beaucoup de dispositifs chez nous qui permettent, par un financement important et significatif, d'avoir dans différentes universités des services qui sont dédiés à des partenariats et à la recherche en partenariat. Mon université, l'Université du Québec à Montréal, a un service aux collectivités depuis 1984, je pense. Donc, ça fait plus de 30 ans que mon université développe de l'expérience, du personnel, un service qui est complètement dédié à ça. Ça veut dire que des syndicats, des groupes communautaires, des associations de parents, des associations de quartier peuvent venir à l'université et demander qu'on fasse de la recherche avec eux. C'est sûr qu'il y a eu quelques personnes pionnières dans cette évolution-là. Hein? Il y a des professeurs qui, dans les années 80, ont décidé de créer un centre de recherche, qui s'appelle le Centre de recherche sur l'innovation sociale aujourd'hui, et qui sont des pionniers. Dans les années 90, un ancien de nos professeurs de l'université est allé au Fonds de recherche sociale du Québec pour dire que l'innovation dans les recherches sociales, ça pouvait se faire. Dans les années 2000, un ancien professeur de l'Université de Montréal au Québec est devenu le président et directeur du Conseil canadien de recherche en sciences humaines qui finance la recherche au Canada et qui a dit on va faire de la recherche avec des partenariats universités-communautés. Donc, on a quand même des gens qui sont pionniers, des universitaires qui sont pionniers dans ces recherches-là. Et aujourd'hui, pour finir, je peux vous dire que même si ça a été compliqué, il y a une ère de promotion, une ère de résistance. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une cohabitation entre la recherche classique et la recherche en partenariat dans l'Université du Québec à Montréal, dans la plupart des universités chez nous. Bien que la recherche en partenariat ne soit pas dominante, elle a un espace pour se vivre et se développer et pour former aussi la relève là-dedans. Bon, c'est terminé. Vielen Dank, Lucie Dumais. J'espère que vous avez apprécié. Alors, vous écoutez. On peut déjà applaudir, oui, merci. Reste sur scène, je suis persuadé qu'il y a plein de questions. D'habitude, on nous dit qu'on n'a jamais assez de temps pour poser une question à la fin, et puis on dit d'habitude encore juste une question. Ben, aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on a l'occasion d'en avoir plusieurs questions. Donc, qui ose avancer avec la première question pour Lucie Dumais? Est-ce qu'il y a déjà une question dans la salle qui vous intéresse? Moi, je suis proche, et puis Loïse va déjà venir vers Madame Moroni après. Clotilde? Merci Lucie. Alors moi j'avais une question plutôt qui s'adresse, je pense, à mes étudiants du cours qui doivent savoir de quoi je parle. Dans quelle mesure les deux recherches que tu as présentées, elles sont émancipatrices? Si moi je les classe comme émancipatrices? Voilà, ou est-ce qu'il y a des indicateurs qui montreraient qu'elles ont une visée émancipatrice ou transformatrice de la société? Moi, je pense qu'on est dans une ère d'innovation. C'est clair que l'idéal d'émancipation est toujours une intention importante. Mais je regarde ce qui se passe et je pense que vous voyez aussi, il y a une espèce de difficulté à avoir des pratiques radicalement transformatrices de nos jours. Je pense que on est plutôt autour du pôle de l'innovation, ce qui n'est pas une perte à mon avis. Au contraire, je pense qu'on peut quand même travailler sur la longue durée avec des transformations plutôt de type réformiste. Je pense que c'est ça qu'on fait, mais il y a encore une place pour un discours plus émancipateur pour forcer justement ces innovations et ces réformes à avancer et à accélérer le pas.
Alors, je dirais qu'on est plus dans une période d'innovation. Comme je dis, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une mauvaise piste derrière. Merci. Donc, Madame Moroni, prochaine question. Merci, Madame Demey, pour cette introduction très nuancée sur la participation et notamment la recherche participative. Moi, je me posais la question, comme au Québec, c'est quand même très institutionnalisé, enfin, en tout cas, ça existe depuis longtemps. Est-ce que ces déplacements cognitifs entre différents partenaires, différents acteurs qui se passent à un niveau, je dirais, un peu micro, hein, d'un système d'acteurs bien situé avec des enjeux spécifiques, est-ce que ça a un impact plus global sur les politiques publiques? Et si je pensais à un de vos exemples, par exemple, est-ce que ça change la manière de penser la politique sur le handicap, la politique de la recherche finalement, est-ce que ça a un impact sur les secteurs, les différents secteurs, que ce soit celui de la recherche, celui, enfin, ça dépend de qui est impliqué dans ces systèmes d'acteurs un peu micro? Est-ce que ça remonte en... Moi, je dirais que tout dépend du domaine de recherche. Bon, je prenais le champ du handicap. Dans les années 70, en Amérique, en tout cas, il y a eu des mouvements de personnes handicapées qui ont été extrêmement volubiles, américains, canadiens, anglais, et ça a eu une influence sur les francophones. Donc, ce sont ces mouvements-là qui ont forcé la province de Québec, à l'intérieur du Canada, à avoir une politique extrêmement progressiste sur la participation des personnes handicapées dans tous les domaines de la société. C'est cette politique-là qui, à mon avis, a favorisé depuis 30 ans, donc c'était au début des années 80, le fait que dans la recherche aussi, on soit à l'écoute, on soit ouvert à cette participation-là. Alors, dans ce champ-là, je dirais qu'il y a énormément de recherche participative et ça se répercute sur les politiques publiques de recherche dans ce domaine-là. Dans d'autres domaines, il va y avoir bien sûr des répercussions importantes. Dans le logement, par exemple, c'est un autre domaine où il y a beaucoup de recherche à partir du travail social. Le monde associatif est très présent dans le monde de la recherche et c'est aussi connu pour des chercheurs. La plupart des chercheurs dans ce domaine-là font appel à des associations. Il y a probablement dans d'autres domaines comme la santé, là c'est un petit peu plus compliqué. La santé communautaire, la santé publique, on a des recherches participatives importantes avec le monde syndical, avec des associations féministes, mais ça reste quand même un monde qui est dominé largement par une expertise médicale. Donc, dans ce domaine-là, c'est plus compliqué. Alors, je pense que c'est une espèce de configuration particulière de politique publique, de politique de recherche et d'expérience depuis 30 ans qui font en sorte que, selon le champ, ça marche mieux qu'à d'autres endroits. Merci. Une autre question dans la salle. Darf natürlich auch auf Deutsch sein. Lucie ganz vorne. Bonjour, merci aussi de mon côté pour votre conférence. Je serais intéressée un peu plus encore sur la méthodologie de votre recherche participative. Vous avez fait voir 2 projets. Est-ce que vous pouvez, c'est égal de quel, les 2, mais prendre une comme exemple et dire un peu plus encore comment était la démarche dans la recherche, comment vous avez fait des entretiens ou des groupes de focus, ou comment vous avez travaillé avec les participants de la recherche. Ça me semble serait une vraie plus-value pour nous de savoir. Okay. Bon, alors, volonté partiellement partagée. Est-ce que je prends celui-là? Oui, pourquoi pas. Il y a dans un projet en partenariat, il y a toujours ce qu'on appelle un comité pilote ou un comité qui co-dirige ou qui gouverne un projet de recherche. Alors, dans
dans ce quartier, on a constitué un comité avec 3 leaders d'organisations locales ou associations locales, 2 chercheurs, une coordinatrice de recherche, et puis il y avait ce qu'on appelait le travailleur social qui était l'organisateur communautaire du quartier. Donc il y avait 7 personnes qui pilotaient cette recherche-là, qui s'est étendue sur 3 ou 4 ans, si je me rappelle bien. C'était en 2004, 5, 6, 7. On se réunissait probablement une fois aux 2 mois pour piloter. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est une recherche partenariale forte, parce que vraiment la gouvernance et le partenariat étaient réels. On était là, on se parlait très fréquemment. On a discuté des questions de recherche. Alors, le mot évaluation était un mot qu'il ne fallait pas utiliser trop souvent. On a donc, les partenaires ont préféré des questions du genre est-ce qu'on fait une différence dans le quartier? Bon, comme chercheur, c'est sûr que c'est difficile de répondre à une question comme ça. Est-ce que vous faites une différence dans le quartier? Tout le monde fait une différence, personne n'en fait. Hein? Bon, alors il a fallu naviguer là-dedans. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est ne pas évaluer. C'est essentiellement montrer en quoi dans différents groupes, on peut avoir des visions différentes de son apport. Donc, de un, ça a été de montrer la diversité des stratégies de différentes associations. Une association d'immigrants russes, une association d'immigrants du Mexique, un centre communautaire où il y avait une variété de groupes d'immigrants. Deuxièmement, on est allé faire une enquête par questionnaire dans un centre de francisation des immigrants. On a interrogé, avait 300 répondants à un questionnaire. On leur posait des questions. Est-ce que vous trouvez que depuis que vous êtes ici, vos conditions de logement se sont améliorées? Est-ce que vous trouvez que depuis que vous êtes ici, vous êtes bien informés sur les services sociaux, sur les loisirs, sur les élections dans votre quartier? On a donc des entretiens avec des leaders, des enquêtes avec des populations d'immigrés. On a aussi fait des observations dans un centre communautaire de loisirs pour voir s'il y avait des interactions. Et au bout de plusieurs années, donc on est arrivé avec plusieurs rapports de recherche. Donc c'était des petites études de cas, des enquêtes, et on a fait 2 présentations dans des assemblées publiques dans le quartier sur les résultats de cette recherche-là. Mais on a très peu publié dans les revues scientifiques. Alors, je vous ai parlé de l'initiative du projet pilote des méthodes et puis... Ah oui, je vous dirais que dans le comité pilote, on discutait non seulement des questions, des méthodes, mais au fur et à mesure qu'on avait des résultats, parce que c'était ça l'essentiel, c'est au fur et à mesure qu'il y a quelque chose, il faut en discuter. Il y avait beaucoup de discussions, parfois pas faciles, éprouvantes. Parfois intéressantes, parce qu'on s'entendait pour dire oui, c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Ici, une question tout derrière d'abord. Je vous ai vu au milieu aussi. Fabien Moulin. Bonjour, merci. Vous avez dit d'une de vos recherches que le résultat final avait une forme finalement assez conventionnelle. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de recherches participatives qui ont abouti à des livrables qui seraient des alternatives à une discussion scientifique traditionnelle ou à un document écrit qu'on remet, peut-être aussi qui permettrait une prise en main plus facile de la part des partenaires terrain qui n'ont peut-être pas tout ce background scientifique nécessaire à la lecture d'un ouvrage scientifique, académique. Bon, c'est sûr que si on fait des présentations publiques, ça c'est une production, un livrable qu'on ne voit pas souvent dans la recherche classique. Là. La recherche classique, c'est on produit des articles dans des revues spécialisées. Bon, là, on s'en va dans des assemblées de quartier pour présenter des résultats. Je vous dis que c'est bien plus difficile de présenter des résultats dans des assemblées comme ça que dans parfois des congrès au Japon. Bon.
à Hawaï. Bon. C'est là qu'on a les questions les plus difficiles à répondre comme chercheur. C'est là qu'on se fait dire, ben comment ça, vous avez trouvé ça, ça n'a pas d'allure, comme on dit chez nous. Bon. Mais ça, c'est des livrables ça n'a pas l'air d'être très innovant ou différent. Mais je vous dis, avoir des citoyens devant soi, là, c'est difficile. Deuxième genre d'élément de produit livrable, c'est d'avoir un résumé dans un bulletin. Ça peut être un bulletin d'une association professionnelle. Ça peut être un bulletin d'une association d'organisateurs communautaires. Donc, 2 pages. Ça peut être aussi des vidéos. Personnellement, je ne fais pas souvent de vidéos, mais il y a de plus en plus de chercheurs et d'équipes de recherche qui font des vidéos. Merci. On a une question juste. Je viens après chez vous. D'abord, Chantal Fourrière. Oui, j'ai 2 petites questions courtes. Une, c'est quelle est la proportion par rapport aux fonds de recherche qui sont alloués à la recherche par l'État québécois entre recherche classique et recherche partenariale ou participative, à peu près? J'ai aucune idée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une demande de subvention, il faut écrire 3 pages sur quelles sont les retombées anticipées, avec qui, sur quelle partie prenante, ou est-ce que ça va répondre à des questions. Je pense qu'il y a 3 catégories de parties prenantes, dans les gouvernements, les associations, et puis, je ne sais plus trop, là. Mais, pardon? Le privé, le secteur privé. Alors, c'est très difficile de dire quel pourcentage va à part et d'autre à cause de ça, parce qu'on demande de façon systématique quelles seront les retombées. Maintenant, ce que vous posez comme question, là, je ne vois pas qui est la personne qui a posé la question. Ah, je regardais dans le livre. Bonjour. Je vous dirais que, malgré tout, il y a beaucoup d'agences gouvernementales ou de ministères qui aujourd'hui, grâce au Fonds québécois de recherche sociale, font des appels de recherche concertée. Bon, ça, c'est des dispositifs de recherche qui font des appels d'offres sur une thématique, l'itinérance, le gambling, par exemple. Et là, on doit montrer qu'on peut faire un projet de recherche avec des parties prenantes de la société. Bon. C'est très difficile parce que quand il y a un ministère, il peut arriver puis museler pas mal de monde, museler certaines personnes, même des chercheurs. Mais il y a, à l'intérieur des fonds de recherche, il y a des programmes spécifiques de ce genre-là. Je vais chercher c'est quoi la proportion qui est allouée à ces fonds-là. Moi, j'ai une question aussi avant. Vous parliez de rapport asymétrique entre... Est-ce que je ne vois pas la personne? Non. Ah bon? Vous parlez de rapport asymétrique entre les associations de parents et puis celles de chercheurs en emploi, en fait. Ce serait plutôt une question de hiérarchisation ou pas, du coup? C'est une hiérarchisation implicite. On s'en est pas rendu compte au début de la recherche parce que la question semblait venir des 2 partenaires. Est-ce que notre projet pilote va favoriser l'emploi des jeunes handicapés et leur maintien en emploi? Bon, on s'est aperçu, et c'est la recherche en partenariat qui a permis ça, de dévoiler cet implicite. L'association de parents était devenue finalement l'évaluateur et mettait énormément de pression sur l'autre partenaire qui, lui, devait fournir les services, maintenir les personnes, convaincre des employeurs. Et c'est ça qu'on a fait découvrir aux parties prenantes à ce moment-là, qu'il y avait un rapport asymétrique entre elles. Alors que, traditionnellement, ou en tout cas, on pense toujours que le rapport asymétrique, ça va être entre les chercheurs et les autres parties prenantes. Détrompez-vous. Ce n'est pas toujours le cas. On a encore une deuxième question de Chantal. Osez lever la main si vous avez une question, sans souci. C'est au sujet de la durée, hein, vous avez parlé de 3 à 4 ans. Si par exemple un partenaire, ça peut être une municipalité, vous dit tiens, on aimerait faire une recherche sur les seniors ou les personnes handicapées dans notre commune, vous leur offrez forcément cette durée de 3-4 ans où il y a des recherches partenariales et actions qui sont plus courtes. Est-ce que vous avez des exemples de recherches qui ont duré moins longtemps?
Donc, ce qui arrive fréquemment, c'est que les chercheurs vont lentement. Ça, vous savez, les travailleurs sociaux, ça va vite, mais les chercheurs, ça va lentement. Généralement, ce qui arrive, c'est qu'au départ d'une recherche, il faut avoir une discussion autour des objectifs et des échéanciers. Ça, c'est la première chose. S'il y a des parties prenantes, ils vont se dire quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des résultats. Bien, la réponse de chercheurs, ça va prendre du temps. Mais la réponse de chercheurs en partenariat, ça va être de dire dès qu'on va avoir des résultats, on va pouvoir en discuter. Si on veut les publier, il faudrait être un petit peu plus y aller de façon hypothétique. Bon. Mais ça, c'est clair que les calendriers ne sont pas les mêmes. Alors, dans le partenariat, on prévoit des étapes où il va y avoir ce qu'on appelle la production et la diffusion de résultats préliminaires. Si la partie prenante dit « je vais avoir des résultats avec tel échéancier », un chercheur universitaire va dire « je ne peux pas, allez vous payer KPMG ou une autre firme d'audit parce que elles vont le faire vite. » L'autre côté de la salle, à votre gauche, plutôt au milieu. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez de ces 4 grands groupes de parties prenantes. Je voulais savoir, au fait, si les impulsions de ces recherches venaient un peu de ces 4 groupes, ou bien en principe, je pense que financièrement, je suppose que financièrement, ça vient peut-être un petit peu moins de la population que du reste. C'est absolument ça, oui. Comme je dis, c'est très... Bon, il y a... au Québec, il y a... c'est peut-être l'illustration que je n'ai pas montrée, là. Il y a ce qu'on appelle un incubateur universitaire de recherche. Et cet incubateur de recherche s'est installé dans un quartier de Montréal pour justement faire une vigie. Il y a une chercheure communautaire en permanence dans le quartier. C'est un quartier où il y a quand même assez de... C'est assez difficile. C'est un quartier où il y a une population d'Haïtiens et de Jamaïcains. Il y a des guerres de gangs. La police est souvent là. Donc, c'est un quartier difficile. Cet incubateur universitaire, donc, qui est financé en partie par des fonds de recherche, créé par quelques professeurs très engagés politiquement, permet d'aller faire en sorte que s'il y a des populations qui sont là, puis il y aurait des questions particulières, on pourrait les faire remonter vers la recherche. Mais c'est pas facile. C'est difficile, mais ça se fait parce qu'un incubateur universitaire est un chercheur en permanence. C'est très rare qu'il y ait des dispositifs comme ça dans les quartiers dévitalisés. Habituellement, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des populations, des travailleurs sociaux qui vont canaliser ça, puis qui vont venir, par exemple, dans une université, dans notre service aux collectivités à l'Université du Québec à Montréal, par exemple, pour dire, venez donc faire de la recherche là-dessus. Et là, il va falloir aller chercher des fonds ailleurs et revenir. Donc, c'est un processus qui est difficile. Vous avez raison, c'est souvent des leaders d'organisations professionnelles qui font plus de demandes et qui initient plus les recherches. Merci. Quelqu'un ou quelqu'un... Oui, Georges arrive. Bonjour, merci pour votre conférence. 2 questions. Une première, est-ce que vous faites une différence dans le contexte qui est le vôtre entre prestation de services et recherche partenariale? Est-ce que c'est 2 choses différentes? Est-ce qu'il y a des points entre les deux? Puis la deuxième question, c'est quel garde-fou vous avez, ou s'il y en a, pour gérer peut-être cette dimension relationnelle qu'il peut avoir, qu'il y a apparemment, parce que vous l'avez relevé tout à l'heure dans votre présentation, dans ces démarches de recherche action, recherche partenariale, et cette dimension relationnelle qui peut être très émotionnelle et qui peut, je pense, avoir aussi des incidences sur la valeur, la rigueur que l'on donne à certaines connaissances, à certains savoirs certains résultats que l'on va communiquer. C'est des questions que vous vous posez. Comment vous gérez un petit peu ces tensions, si tensions il y a? Merci. Bon, je vais y aller dans l'ordre, mais la première question, c'est beaucoup plus facile à répondre que la deuxième. Alors, je fais une différence nette entre prestation de services et recherche. Moi, je suis dans une université.
on fait de la recherche et on fait de la formation dans l'université. Il n'y a pas de prestation de service. Vous voulez dire de prestation de service en termes de services sociaux, d'action collective, d'action communautaire, ça? Une municipalité, une institution, un groupe d'ONG, pour prendre l'exemple, qui vient vers vous et qui vous demande, voilà, on a besoin de comprendre telle ou telle question, fournissez-nous un rapport avec des recommandations, voilà. On a plutôt une espèce de réponse à une commande. Oui, bien, il y en a de la commande, mais c'est pas par la recherche participative, c'est justement, je fais une très nette différence entre une commandite. Donc, il y a quelqu'un qui arrive avec un financement ou qui demande à l'Université de faire une recherche. Ça ne se fait pas chez nous, en tout cas, parce que l'Université du Québec, mon collègue Jean-Marie me dira, mais pas beaucoup d'argent. Ce qui arrive, c'est que il y a des gens qui peuvent arriver et demander, via notre service aux collectivités, de faire la recherche. Mais là, il faut chercher le financement ensuite à des bailleurs de fonds. Donc, c'est pour ça que je fais une distinction nette entre prestation de services et recherche. La plupart des recherches qu'on a sont financées par les bailleurs de fonds, comme le Fonds québécois ou le Conseil canadien de recherche en sciences humaines. Donc, c'est habituellement la recherche. La deuxième question, en fait, c'est du travail, c'est essai-erreur. Alors, deux éléments de réponse. Par exemple, une association de parents dont les enfants ont de la difficulté à partir de la maison, handicapés. On dit, à un moment donné, ils sont, je ne serai plus là, ou il va bien falloir qu'ils partent de la maison. Ils sont souvent désespérés. Il faut travailler avec le désespoir des parents ou leur espoir extraordinaire devant une expérience pilote qui peut-être ne marchera pas. On n'est pas préparé pour ça du tout. Peut-être quand on a une formation de travail social, oui, mais moi, je suis une sociologue. Alors, c'est du travail d'essai-erreur constamment. Mais je dois dire que, dans mon expérience, quand il y a une relation où il y a des émotions très chargées comme ça, je dirais que c'est pas très bon pour la recherche, parce que là, c'est plus une question de débattre et de raisonner tant que ça, c'est une question de travailler avec les émotions. Et là, on passe beaucoup de temps à travailler les émotions, à travailler les rêves, à travailler les difficultés. Et je dirais que c'est pour cela, quand j'ai expliqué cette expérience-là, j'ai dit la polarité, là, c'était surtout sur la relation, moins sur la compréhension, moins sur l'action. Donc, on n'est pas préparé pour ça, c'est la réponse. Il n'y a pas de balise, il n'y a pas de formation, il y a très peu de repères là-dessus. On commence sur un autre point, on commence à avoir une réflexion là-dessus, c'est sur la propriété des résultats. Qui a un droit sur les résultats d'une recherche participative? Qui est propriétaire de ça? Qui peut la diffuser? Avec quel contrôle? Ça, c'est des questions qu'on commence à se poser, mais c'est des réponses très convenues qu'on a à l'heure actuelle. Finalement, les chercheurs ont des droits plus que les autres. On a une question ici tout devant, de la part d'Olivier Salamin. Oui, merci. Moi, j'avais une question. Vous avez... Ici, pardon. Juste... Et ça me semblait un peu un paradoxe. Vous avez dit, d'un côté, la population, elle devient un objet de recherche, et d'un autre côté, on veut la faire participer, quoi. Et moi, j'arrive pas bien à saisir comment on peut concilier un mouvement qui va d'un côté pour réduire, si j'ose dire, la population à un objet de recherche, et comment, de l'autre côté, on peut la faire remonter dans sa participation. Mais quand je dis objet de recherche, c'est que la question pose souvent sur ces populations-là, sur sa façon de vivre, sur ses difficultés, comment elles peuvent en sortir. Donc, elle porte sur leur situation à elles. Donc ça, c'est à peu près toujours le cas. Maintenant, la façon dont ces populations-là posent la question sur leur situation, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est très difficile d'aller chercher comment une population pose la question sur elle-même. Souvent, ce qu'on va avoir, c'est comment quelques leaders de cette population-là posent la question. Et c'est souvent arrivé dans des recherches en partenariat, même avec des dispositifs dits extrêmement participatifs, que, c'est une ou deux personnes qui parlent toujours au nom des autres. Dans la recherche du quartier des immigrés, les associations, les leaders d'organisations qui étaient partie prenante, ont été très déçus d'entendre
les résultats de notre enquête où les immigrants étaient très heureux de leurs conditions de logement. Alors, pour une association dans ce quartier-là, c'était dit non, vos logements ne sont pas bons. Mais les immigrants disaient non, c'est bon, on est content. Bon, c'est sûr qu'on pouvait expliquer puis interpréter, puis c'est de montrer de façon plus nuancée comment se fait-il qu'on avait de tels résultats. Mais c'est pour ça que je dis, c'est des contradictions, mais les contradictions, il y en a partout, il y en a tout le temps. Alors, moi, j'ai fait état de ça parce que ça m'apparaît particulièrement significatif dans les dispositifs de recherche participative, dont les éléments, alors, originellement, ces recherches-là sont faites comme étant un rempart contre le mépris, pour mieux connaître, mieux connaître ces populations qu'on ne connaît pas, mais les dispositifs eux-mêmes sont construits, produisent des contradictions et bon, ont des points aveugles là-dessus. Alors, je l'ai mentionné comme ça. Bien, c'est des contradictions, oui, mais bon, elles sont réelles, il faut les nommer. Merci. Une dernière question. Maintenant, on est arrivé là, qu'on pose toujours, et encore une question. Ok, tout va bien, donc on reste encore sur scène. Et nous, on a un petit cadeau pour te remettre en applaudissant en même temps. Merci beaucoup. On a la deuxième conférence qui sera à 11h15 avec Gabriela Antener. Elle sera traduite bien sûr aussi. Je vous prie juste avant que vous partez que vous remettez le casque sans tourner la ficelle autour. Ça va nous économiser 15 minutes, qu'on puisse prendre un café également. Juste remettre le casque comme ça devant vous sans enfiler la ficelle autour. Juste mettre tranquille. Comme ça on est bon pour la deuxième conférence. Merci et puis bonne pause. À tout à l'heure.